Bonjour à tous, je suis Lucie Schur et je vais essayer de vous parler un petit peu de l'importance des habitats adjacents sur les insectes floricoles et les rendements du fenouil aromatique en Provence. Alors déjà, le fenouil aromatique, c'est une plante qui appartient à la famille des Apiacées et je vous parle d'une variété qui est particulière et qui est la variété Jupiter, qui a été sélectionnée. J'en reparlerai un petit peu après. Et le fenouil, c'est une culture à floraison massive, c'est-à-dire qu'elle fait des grands pics de floraison sur de courtes périodes. Et c'est aussi, de par sa morphologie florale, une plante qui est plutôt généraliste, donc capable d'attirer une grande diversité d'insectes. Et on a pu montrer que le fenouil, cette variété en tout cas, pouvait être très dépendante des insectes pour la formation des fruits. Et en fait, elle était dépendante à 86% des insectes pour la formation de fruits. Et ces fruits sont importants parce que c'est dans les fruits qu'on va trouver la plus grande partie d'anétol. L'anétol qui est une molécule, un phénylpropène, qui est responsable du goût anisé et qui va rentrer dans la fabrication d'une boisson que je ne doute pas que vous connaissez tous, qui est le pastis. Et en fait, l'anétol va être surtout extraite de l'huile essentielle du fenouil. Donc les producteurs vont vont produire de l'huile essentielle de par leur culture, et c'est ça qu'ils vont vendre à Pernod Ricard pour que ensuite l'anétol en soit extrait. Donc pour répondre aux besoins d'anétol pour la production de pastis, Pernod Ricard a réinstauré la production de fenouil en France et notamment en Provence. Et en Provence, la production a été réinstaurée donc, sur le plateau de Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, qui est au cœur du parc naturel régional du Verdon. Et c'est une zone qui est déjà caractérisée par de nombreuses activités anthropiques, et notamment une forte activité agricole, potentiellement que vous connaissez, avec d'autres cultures aromatiques comme le lavandin. Or, on le sait, les intensifications des pratiques agricoles ont entraîné des effets négatifs sur la biodiversité, de par la pratique de la monoculture et l'augmentation de la taille des parcelles, mais aussi l'utilisation grandissante d'intrants, qui ont entraîné la destruction des habitats semi-naturels, donc tout ce qui est haies, bosquets, mais aussi prairies permanentes, donc notamment les prairies non gérées. Et puis, tout ça, ça a entraîné la diminution des ressources alimentaires, des sites de nidification et des habitats refuges pour de nombreuses espèces. Du coup, ça a entraîné le déclin de la biodiversité et notamment des insectes qui sont particulièrement impactés par cette intensification agricole. Et c'est assez problématique puisque 35% de la production alimentaire mondiale et 75% des cultures vont être très dépendantes des insectes pour leur rendement. On l'a montré pour le fenouil aussi, 86%, je le rappelle. Et donc, on a un service de pollinisation qui est estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Et finalement, des insectes qui sont garants de la qualité et de la diversité de notre alimentation. En milieu agricole, il a été montré dans la littérature que la diversité des habitats dans la matrice paysagère, mais aussi la complexité de l'agencement de ces différents habitats entre eux, avait un effet positif sur les communautés d'insectes, abondance et richesse d'insectes, parce que ça augmentait donc l'hétérogénéité du paysage, mais aussi la longueur des linéaires entre les différents habitats, ce qui va en fait faciliter les déplacements des insectes entre ces différents habitats, et qui dit différents habitats dit différentes ressources et sites de nidification. On a également montré ça sur le fenouil. Ici, vous avez la richesse de familles d'insectes en fonction de l'hétérogénéité paysagère, et on avait montré que plus le paysage était hétérogène, plus on avait de richesse de familles d'insectes. Donc ça, c'est au niveau paysage, mais on s'est également posé la question de ce qui se passait plus localement. Dans la littérature, au niveau local, certains types d'habitats sont considérés plutôt comme négatifs pour les communautés d'insectes. C'est le cas notamment des cultures céréalières, parce que comme elles ne fournissent pas de ressources florales pour les insectes, on considère qu'elles sont négatives pour les communautés. Et puis à l'inverse, on a des habitats qui vont être plutôt vus comme positifs. C'est le cas notamment des cultures à floraison massive, parce qu'elles fournissent justement des fortes ressources florales, donc plutôt vus comme positifs pour les communautés d'insectes, même si certains auteurs vont être un petit peu plus critiques sur cet effet positif.
en évoquant des phénomènes de dilution de densité de pollinisateurs de par la forte attractivité de ces cultures. Et puis on a d'autres types d'habitats aussi, donc les habitats semi-naturels, les prairies, les haies, les bosquets, qui vont aussi être vus comme positifs pour l'apport de sites de nidification et puis la diversification des ressources alimentaires qu'elles peuvent entraîner. Donc ça, c'était dans la littérature, et donc nous, on s'est demandé quel était le type d'habitat voisin aux fenouilles qui était le plus favorable à la richesse des insectes dans nos parcelles de fenouilles. Donc pour ça, on a pris 3 types de parcelles voisines. Alors on a choisi ces types d'habitats en fonction des habitats en fait, les plus communs autour du fenouil sur le plateau de Valensole. Donc on a pris des cultures céréalières, des cultures à floraison massive, alors uniquement de type lavandin, parce qu'il n'y a quasiment que ça là-bas. Et puis un habitat de type semi-naturel, plutôt arbustif. On n'a pas pris les prairies permanentes ou les prairies non gérées parce qu'il n'y en avait pas. Donc on a plutôt pris les haies et les bosquets parce que sur le plateau de Valensole, on a quand même un environnement qui est relativement bocagé. Donc ensuite, on a fait des captures dans les parcelles de fenouil, donc dans des cadras d'observation. Ces captures, on les a fait donc, selon les différents types d'habitats voisins et on a pu relever donc, la richesse des familles d'insectes, mais aussi plus spécifiquement la richesse spécifique des abeilles sauvages. Donc, au niveau des résultats, ici vous avez un graphe qui vous montre la richesse des familles d'insectes dans le fenouil en fonction des différents types d'habitats voisins et on a pu montrer que la richesse de familles d'insectes était plus importante dans le fenouil lorsque cette parcelle de fenouil était à proximité d'habitats semi-naturels de type arbustif, comparativement aux cultures à floraison massive et aux cultures céréalières. Donc ça, ce n'est pas étonnant, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Le fait d'avoir une proximité à un habitat semi-naturel, ça permet de fournir des ressources diversifiées, même si elles ne sont pas forcément abondantes, des ressources florales, une continuité dans la saison aussi, parce que les cultures à floraison massive, c'est sur de courtes périodes, et puis ça apporte aussi des sites de nidification, et ça sert un petit peu d'habitat refuge aussi à certaines espèces. Donc ça agit sur la richesse d'insectes. Ici, vous avez la richesse spécifique, cette fois-ci, des abeilles, donc dans le fenouil, capturées dans le fenouil en fonction des 3 types d'habitats. Et cette fois-ci, on montre que la richesse des abeilles, dans le fenouil, elle est plus importante quand on a des cultures céréalières à proximité, comparativement des cultures à floraison massive ou habitats semi-naturels. Donc là, c'est un peu plus étonnant et contraire à ce qu'on s'attendait par rapport à la littérature, mais il y a diverses explications. Alors déjà, il y a la fameuse explication de dilution, comme le fenouil est plus attractif que les céréales, ça peut attirer plus d'insectes dans le fenouil et donc plus d'abondance peut être corrélé à plus de richesse également. Mais on peut aussi avancer les hypothèses que les céréales vont présenter des adventices qui vont également diversifier les ressources florales et certaines abeilles vont être un petit peu plus spécifiques que généralistes et donc vont peut-être nécessiter d'avoir ces adventices. Et puis on a aussi plus de sols nus et il y a beaucoup d'abeilles qui vont nicher dans le sol nu. Donc en ce qui concerne la diversité des abeilles, c'est peut-être influencé par cette présence de sols nus. Donc voilà, tout ça, ça peut agir sur la richesse des abeilles. Donc si on récapitule un petit peu les 2 résultats que je viens de vous proposer, on a bien un effet attendu de par la littérature qui est positif sur la richesse des insectes, de l'hétérogénéité paysagère et de la proximité de l'habitat semi-naturel. Et puis un résultat qui était un peu moins attendu, mais un effet positif de la proximité des cultures céréalières sur la richesse, cette fois-ci, des abeilles. Alors pourquoi on s'intéresse à cette richesse d'insectes? Parce qu'on s'attend à ce que cette richesse d'insectes ait un effet sur les rendements. Donc quel était l'effet vraiment de ces richesses sur les rendements? Donc on a essayé de regarder à la fois la richesse des insectes et des abeilles sur les rendements. Donc par rendement, on a la quantité d'huile essentielle, mais aussi d'anétol. Donc au niveau de l'huile essentielle, ici vous avez la quantité d'huile essentielle en fonction de la richesse des familles d'insectes et on voit que assez nettement, plus la richesse des insectes est importante, plus on a de quantité d'huile essentielle produite par les producteurs. Donc vraiment une production d'huile essentielle de fenouil qui est positivement liée à la richesse des insectes.
Pour l'anétole, ici, c'est la quantité d'anétole en fonction, cette fois-ci, de la richesse spécifique des abeilles. Et on voit que plus on a de richesse spécifique d'abeilles, plus on a de quantité d'anétole. Donc, vraiment un effet positif de cette diversité d'abeilles, cette fois-ci sur la molécule d'anétole extraite. Donc si on reprend notre schéma récapitulatif, on a bien un effet positif de l'hétérogénéité du paysage, de la proximité de l'habitat semi-naturel sur les richesses des insectes, qui influence positivement la quantité d'huile essentielle. C'est dans l'huile essentielle qu'est extrait la molécule d'anétole, mais aussi l'anétole est positivement influencée par la richesse d'abeilles, qui elle-même est positivement influencée par la proximité de cultures céréalières. Donc si finalement on a des perturbations qui arrivent qui agissent sur des facteurs positifs pour ces communautés d'insectes, on risque de déséquilibrer du coup les relations plantes-pollinisateurs et donc d'avoir moins d'insectes et d'abeilles et donc d'avoir un impact sur les rendements, moins d'huile essentielle, moins d'anétole et du coup moins de pastis. Donc du coup, on ne veut pas moins de pastis. Donc quelle est la conclusion de tout ça? On a vu finalement que ce soit les cultures céréalières, les cultures à floraison massive ou les habitats semi-naturels, ils vont tous avoir un effet positif sur les communautés d'insectes. On a les cultures céréalières qui peuvent donc apporter des ressources florales de par les adventices. On a aussi potentiellement des présences de sols nus pour des sites de nidification. Les cultures à floraison massive, elles apportent une grande quantité de ressources florales, mais pas toute la saison, donc vraiment sur des périodes plus ou moins courtes. Et puis, on a les habitats semi-naturels qui apportent à la fois ressources florales diversifiées et puis des sites de nidification. Donc en fait, on va avoir des déplacements des insectes qui vont être liés aux ressources, à la disponibilité des ressources qui vont être dans ces différents types d'habitats. Tous ces déplacements vont impacter finalement la fonction de pollinisation et le service écosystémique de pollinisation, dépendamment des concepts de voisinage, de complémentation, de supplémentation. Donc, concept de voisinage, c'est simplement que les déplacements des insectes ils vont être pilotés par la disponibilité des ressources, surtout dans les habitats voisins. Donc ça va être aussi influencé positivement par l'hétérogénéité du paysage. Et puis, on a les concepts de complémentation et de supplémentation qui vont être la capacité d'un paysage à fournir des ressources soit complémentaires, donc non substituables entre elles, mais toutes nécessaires aux insectes, soit supplémentaires, donc substituables entre elles. Donc, tout simplement, les cultures à floraison massive vont pouvoir complémenter les ressources florales diversifiées des sites, des habitats semi-naturels, mais elles vont en supplémenter les sites de nidification, par exemple. Donc finalement, la conclusion de tout ça, c'est que l'important pour maintenir les rendements, c'est de maintenir l'hétérogénéité du paysage pour pouvoir préserver donc, la multifonctionnalité des milieux agricoles, et notamment ici la fonction de pollinisation. Du coup, les résultats que je viens de vous présenter, c'est des résultats plutôt préliminaires qui sont en cours encore d'analyse. Et du coup, je voulais vous présenter un petit peu pour finir un peu les limites et perspectives de cette étude. Déjà, la première limite, c'est que finalement, on n'a pas pris en compte la dynamique temporelle du milieu agricole. Il y a des événements passés qui peuvent aussi influencer les communautés d'insectes sur nos parcelles. Si on a beaucoup de ressources l'année d'avant, ça va forcément entraîner une communauté beaucoup plus importante l'année d'après. Mais on a aussi des événements annuels, finalement, qui ont pu être gommés par ces analyses préliminaires. Parce que finalement, moi j'ai pris les captures de l'ensemble de la saison. Donc ça a pu gommer les grands événements comme les récoltes ou les épandages de pesticides. Je donne un exemple, le fenouil fleurissait après la lavande, donc j'ai continué les captures dans le fenouil même après récolte de la lavande. Et tout ça, ça a été combiné dans un seul graphe, donc, alors qu'il y a sans doute une variation d'attractivité entre les communautés avant et après récolte de lavande. Donc là, l'idée, ça serait de prendre en compte cette dynamique temporelle en essayant, grâce à ce type de chronoséquence, qui là est simplement un exemple, de voir un peu l'abondance et la richesse des insectes au cours du temps et de pouvoir positionner les différents événements de l'année. L'idée, c'est un peu de voir si les communautés d'insectes sont différentes pour chaque habitat ou s'il y a un déplacement des communautés au gré des pics de floraison et des récoltes.
Et pour conclure sur cette diapositive, cette notion aussi de dynamique temporelle, elle amène aussi à l'idée de complémentarité fonctionnelle paysagère. Et une question future, ça serait de comparer la communauté dans le fenouil, mais aussi dans la parcelle adjacente. Ce sont des données que j'ai, mais que je n'ai pas encore analysées, avec une approche par trait, insectes et habitat. Et l'idée, ça serait de faire le lien entre les traits d'espèces et les traits liés aux différents habitats pour essayer de répondre à la question, est-ce qu'un type d'habitat supporte toujours les mêmes types de traits d'espèces ? Et ça pourra nous permettre de répondre à des questions du type est-ce que si on conserve un type d'habitat, on peut préserver une ou plusieurs fonctions écologiques ou services écosystémiques en préservant un certain type de communauté d'insectes. Ben voilà, je finirai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans cette étude.